Et puis pour terminer cette matinée, nous y avons déjà fait allusion, notamment au cours de la première table ronde, le biométhane carburant, le GNV. Le titre de cette partie du colloque était La France entre dans la course. Donc c'est ce que nous allons pouvoir vérifier avec deux témoins qui vont nous faire leur retour d'expérience respectif. Monsieur Pierre-Étienne Brossard, directeur commercial de Atlas Copco Group Greenfield, et monsieur Clément Chandon, directeur produit d'Iveco, qui a déjà été cité ce matin à travers notamment le film proposé par monsieur Sternweiss. Messieurs, je vous laisse occuper la scène à raison d'une quinzaine de minutes chacun environ pour vous permettre éventuellement dans la dernière partie de répondre à quelques questions de la salle, là aussi. Vous avez bien voulu nous préparer une présentation de vos activités, donc vous nous résumerez à cette occasion quelques rappels historiques sur l'emploi du biométhane et votre vision quant à son avenir dans les véhicules équipés pour le GNV. À tout de suite pour ensuite revenir à quelques échanges avec le public. Bonjour, Pierre-Étienne Brossard. Donc je représente le groupe Atlas Copco, dont la société Greenfield fait partie depuis 2008. Je vais donc vous proposer une vision du biogaz en tant que biométhane carburant, comme valorisation du déchet jusqu'à la roue. Ma présentation va se développer suivant 3 axes. Une brève présentation de notre groupe. Ensuite, une vision de la valeur du biogaz en fonction de son degré d'épuration. Et enfin, les solutions de remplissage en carburant alternatif. Donc, Atlas Copco, on est une société qui a été fondée au XIXe siècle. Société suédoise. Historiquement, on faisait du matériel ferroviaire. On a diversifié nos activités au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, on est séparé en 4 grands domaines d'activité complètement séparés. Tout ce qui est forage et démolition, tunnelier, matériel de perçage, tout ce qui est matériel de construction et tout ce qui est solution d'assemblage pour les industries aéronautiques ou automobiles. Le domaine dont je fais partie, c'est bien entendu compresseur technique. Donc on propose des solutions de compression et de traitement des gaz pour l'énergie et pour le process, ainsi que des systèmes de gestion. Nos unités de production et de développement sont basées en France, en Belgique, notre siège social est à Anvers, aux Pays-Bas et en Allemagne. Concernant le biométhane, le biogaz brut tel qu'il sort du digesteur ou tel qu'il sort de l'ISDND, de l'installation de stockage de déchets non dangereux, c'est un gaz qui contient 65% de méthane, 30% de CO2, du H2S, en général quelques centaines, voire quelques milliers de ppm. C'est toxique, c'est corrosif, c'est pas souhaitable. Et ensuite, en fonction de son origine, on peut avoir présence d'ammoniac, d'oxygène, d'azote. Ça, c'est le biogaz brut. Premier mode de valorisation, qui est la valorisation de secours, c'est la torchère. Ensuite, on a tout ce qui est valorisation sous forme de chaleur, qui est déjà très utilisé dans certaines industries agroalimentaires, ou valorisation sous forme d'électricité. C'est très bien la valorisation sous forme d'électricité. Maintenant, la production de biogaz d'un digesteur sur un temps de l'ordre de la journée est relativement stable. La demande énergétique des territoires varie au cours de la journée. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir adapter notre production d'énergie à la demande. Pour ça, stocker de l'électricité, on sait le faire, mais ce n'est pas évident. Autant directement stocker le gaz. Stocker le gaz, on a le réseau de gaz. Pour cela, ça va nécessiter une épuration poussée du gaz. Vu qu'on utilise le réseau de gaz naturel pour avoir le mariage parfait dont on parlait ce matin, il faut avoir un biogaz qui répondent parfaitement aux spécifications des opérateurs réseau, donc qui soient débarrassés de toutes les impuretés. Un biogaz, un gaz dont la composition physico-chimique est strictement identique à celle des gaz naturels utilisés par GRDF, GRTgaz ou les opérateurs réseau. L'idée, c'est de se dire que le gaz qui est utilisé en tant que biométhane carburant, c'est vraiment un réservoir d'énergie naturelle qui est embarqué sur le véhicule. C'est un gaz qui est complètement pur, qui est complètement utilisable en tant que carburant.
Par rapport à la chaîne de production et la chaîne d'épuration, on va donc avoir notre biogaz qui est produit à partir des déjections animales, des déchets des industries agroalimentaires et de l'agriculture, des installations de déchets non dangereux, des bouts de steppe. Donc pour ce qui est injection, bout de steppe, ça sera bientôt autorisé. Des déchets des GMS, déchets issus d'une collecte séparée auprès des ménages, déchets fermenticibles. On fermente donc ces déchets via un digesteur, sauf pour le gaz de décharge qui lui est directement collecté sur la décharge. Ce gaz donc qui contient du méthane, du gaz carbonique, de l'eau, va être complètement épuré pour répondre aux spécifications des opérateurs de gaz. L'épuration commence par enlever le H2S par des tours de charbon actif. Ensuite, tout ce qui est opération de traitement des gaz, telles qu'on les connaît dans l'industrie, opération de traitement par adsorption ou par lavage des gaz. Poste d'injection dans le réseau de gaz, avec juste en amont du réseau de gaz, le poste d'analyse, où on sécurise l'installation, on s'assure qu'on n'envoie rien d'autre que ce qui est autorisé par GRDF, le poste d'autorisation, et enfin, une fois qu'on est passé dans le réseau de gaz, les utilisateurs finaux. Ces utilisateurs finaux, ça peut être du chauffage domestique, chauffage industriel, de la cogénération, mais surtout du biométhane carburant. Donc les domaines dont on est spécialiste, c'est l'épuration, l'injection dans le réseau, et également le biométhane carburant, que je vais plus développer à présent. L'épuration du biogaz et l'injection réseau, c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, notamment en Europe du Nord, Hollande, Allemagne. Quelques exemples donc, de réalisation par traitement, soit par adsorption, soit par solution de lavage aux amines. Concernant les solutions de compression et de remplissage pour véhicules, ce sont des solutions qui existent depuis 70-80 ans. À titre de clin d'œil, on peut rappeler les solutions de gazéification du bois utilisées lors des périodes de pénurie, lors des conflits. Utiliser un gaz carburant, c'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé. Ce sont donc des maîtrises qui viennent de notre groupe historique Greenfield pour tout ce qui est épuration, d'un groupe également qui fait partie d'Atlas Copco, qui est CIRMAC. En ce qui concerne les carburants alternatifs, aujourd'hui, on a un mix énergétique qui est relativement varié. On a de façon prépondérante les énergies fossiles. Ces énergies fossiles, sans surprise, c'est celles qui ont le plus gros impact en CO2, qu'on parle du supercarburant ou du gasoil. Lorsqu'on regarde les biocarburants de première génération, que ce soit l'éthanol ou le biodiesel, il arrive à peu près au même stade que le gaz naturel. Gaz naturel ou un mix gaz naturel biométhane. Après, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est hydrogène, solution électrique. L'électricité, ça peut être une forme d'énergie renouvelable, ça peut venir du nucléaire. Maintenant, dans le monde, l'électricité, c'est principalement du charbon et du fioul. C'est ce qui fait que l'impact CO2 n'est pas optimal. En termes d'obtention de l'hydrogène à partir de l'électricité, si c'est un hydrogène qui est obtenu par électrolyse avec une électricité produite par une centrale thermique ou de l'hydrogène qui provient de reformage à la vapeur de gaz naturel fossile, c'est pareil, on arrive sur un impact CO2 qui est relativement important. C'est ce qui fait que le biométhane, ça reste quand même le grand vainqueur, avec un résultat qui est quand même bon également pour le gaz naturel avec mélange de biométhane. Là, on ne parle que du CO2. On pourrait également parler des autres rejets des moteurs à combustion interne. Pour tout ce qui est émission de particules, le méthane étant le plus court des hydrocarbures, on n'a pas de formation d'aromatiques polycycliques, plus communément appelées particules. La combustion est également très bien maîtrisée, c'est ce qui fait qu'on a très peu de monoxyde de carbone et une teneur en ox qui est relativement réduite, sans avoir recours à des vannes EGR, sans avoir recours à des solutions de lavage aux urées, mécanismes qui sont à présent obligatoires pour les moteurs fonctionnant en carburant conventionnel. On parle beaucoup donc de ce biométhane. Concernant le remplissage de ce biométhane, comment ça marche ? D'un point de vue schématique, on a notre gaz
qui correspond aux spécifications de l'opérateur réseau. Ce gaz, il est en général à un point de rosée de -5 sous 70 bars, ce qui convient parfaitement pour une utilisation dans un réseau de gaz. Ici, on va s'assurer qu'on n'ait pas de condensation, qu'on n'ait pas formation d'eau liquide dans le réservoir des véhicules, même en cas d'utilisation hivernale. En général, en sortie de sécheur, on a un point de rosée de -20 sous 200 bars, à adapter en fonction des lieux d'installation. Lorsque la station de remplissage est installée dans un pays nordique ou en Russie, on peut avoir des points de rosée jusqu'à -40 sous 200 bars. Schématiquement, on a représenté donc le compresseur, je devrais dire plutôt l'unité de compression, avec tous les auxiliaires associés, que ce soit donc le ballon de blowdown, les valves d'isolement, le système de régulation de l'unité de compression. On a donc en sortie de ce compresseur notre gaz qui est à la bonne composition et à la bonne pression. Reste à le distribuer aux véhicules. Les véhicules, quel va être le besoin de remplissage? Est-ce qu'on parle d'un besoin rapide à la borne? Le véhicule est vide, vient refaire le plein de biométhane dans un temps similaire à ce qu'il ferait avec un carburant conventionnel? Ou est-ce qu'on parle d'une flotte de véhicules qui, eux, ne sont pas utilisés pendant un laps de temps donné, une flotte de bennes à ordures ou une flotte de véhicules de transport en commun qui, eux, peuvent refaire le plein de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin le lendemain? Dans le cas d'un remplissage lent, on est directement en sortie de compresseur. On a toute la nuit pour faire le stockage. Dans le cas d'un remplissage rapide, l'idée, c'est que l'utilisateur mette le même temps qu'avec un carburant conventionnel. Donc, on va organiser le stockage tampon en conséquence. Et ensuite, gérer toute la priorité de ce stockage tampon. Ça, c'est une représentation schématique. Qu'est-ce que ça peut donner en vue 3D ? On a notre système de compression qui est dans un module, le système donc, de stockage qui est situé en amont du système de compression, le séchage et les bornes de distribution. Comme ça paraît relativement grand. On peut se dire que ça nécessite un emplacement relativement important. Tout cela peut être condensé dans un conteneur béton qui a un impact au sol de quelques mètres carrés, où on va réunir la gestion du remplissage, le module de compression, le module de séchage du gaz qui est en amont, le stockage, et ensuite c'est uniquement une canalisation jusqu'aux bornes de distribution. Si ça peut vous être utile, M. Brossard, vous avez un pointeur laser sur votre télécommande. Voilà. Donc effectivement, le compresseur qui normalement est caché dans son module de compression, le sécheur qui est situé en amont du compresseur, le stockage, les bornes de distribution. Quelque chose qui est clé en main et qui peut s'installer facilement. Quelques exemples de réalisation. Réalisation de remplissage de véhicules de transport en commun. Ici, pour Tisséo à Toulouse, c'est le remplissage de 150 bus, remplissage à la place. Également une borne VL pour un véhicule de contrôle ou un véhicule utilisé par la société de transport. On avait une contrainte environnementale forte de 55 décibels à 1 mètre. Ce qui fait que là, l'unité de remplissage a été isolée de sorte qu'on respecte ce niveau sonore. Physiquement, les bus sont donc garés en épi. Lorsque le chauffeur a fini son service, il vient stationner son bus, mettre en place le pistolet de remplissage comme on a pu le voir dans la vidéo concernant Morsbach. Et il récupère son bus le lendemain matin. Il n'a plus qu'à enlever la canne de remplissage, il est prêt à repartir. Autre exemple, dans le cas de Clermont-Ferrand, idem, 64 véhicules en remplissage lent sur place. Dans le cas de Strasbourg, ça c'est donc le dépôt d'Elzo. Donc remplissage en gaz naturel pour véhicules et bientôt en bio-GNV, vu que sur Strasbourg, donc le projet Biovalzan prévoit d'injecter du biométhane
issus de bouts de stations d'épuration dans le réseau de gaz naturel qui alimente la station de remplissage. Exemple, dans le cas de Lille, Lille qui est relativement avancée dans tout ce qui est biométhane et biométhane carburant. L'exemple pris en photo, c'est l'exemple donc du dépôt de bus de Lille-Waterloo. J'aurais pu également parler du dépôt des bennes à ordures de Séquedin, qui est sur le réseau de gaz à quelques centaines de mètres de l'unité d'injection d'injection de gaz de Séquedin. J'aurais pu également montrer la station de remplissage de véhicules légers de l'île Marquette. Donc là, on a beaucoup vu tout ce qui était station de remplissage à la place. En France, il y a quelques centaines, de l'ordre de la centaine de stations de remplissage ouvertes aux véhicules de tourisme, ouvertes au public. Ici, j'ai voulu montrer une photo d'une de nos réalisations en Colombie, où là, la station est ouverte au public avec un volume de vente relativement important. En conclusion, aujourd'hui, on a différentes possibilités en termes de carburant renouvelable. Et pour Atlas Copco, le biocarburant du futur, c'est le biométhane. Merci, Monsieur Brossard. Merci pour cette présentation qui va donc être suivie immédiatement par celle de Monsieur Clément Chandon, directeur produit d'Iveco. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant d'Iveco dans une présentation, qui soit avec un dauphin devant ou avec l'écriture Iveco. Effectivement, moi je vais vous raconter un peu l'histoire des véhicules GNV et celle du biométhane vu par Iveco. Je vais vous dire aussi un tout petit mot rapide sur l'entreprise en France. Et en fait, c'est l'histoire un peu d'un mélange. Au début, je pensais à un puzzle, mais c'est plus une réaction chimique, en fait. On a démarré en France le GNV à la fin des années 90, 98, 97 pour les premières réimmatriculations de véhicules bus, et puis tout de suite après des véhicules de collecte d'ordures ménagères. Et à l'époque, effectivement, Lille à Marquette commençait à produire du biométhane. Et je dois dire qu'à l'époque, je pense qu'on n'avait pas compris comment l'association des deux faisait quelque chose d'absolument fantastique et qui, aujourd'hui, a vraiment la capacité de révolutionner le transport routier de marchandises en le faisant vraiment passer dans une solution globale et propre. Et il a fallu 15 ans pour qu'en fait les ingrédients de la formule soient réunis, à savoir que la France, qui était très forte finalement il y a 20 ans à Marquette, puis après perte de vue le biométhane, revienne dans la course avec tout le cadre qui va bien, et que les clients, notamment du transport de marchandises, soient demandeurs, que les véhicules existent et que le biométhane arrive en même temps. Donc c'est vraiment moi je vis vraiment une période très excitante, je dois dire, puisque je dirais que pour moi l'année charnière c'est 2012, et en 2012 voilà, le mélange était là, l'étincelle a eu lieu et c'est parti. Un mot sur Iveco. Nous, ce qui nous caractérise, c'est que notamment dans le gaz, c'est qu'on a été très constant. Alors, c'est pas toujours été notre cas. C'est d'ailleurs rarement le cas des grands groupes. Mais là, pour une fois, on peut dire qu'on a été d'une constance remarquable. Il y a une poignée de gens qui ont cru dans cette technologie dans l'entreprise et qui ont eu carte blanche, quasiment, pendant toutes ces années, qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre très vaste et qu'on a plus de 70% de parts de marché en Europe sur ces véhicules-là. Et ça, c'est vrai du groupe Fiat, pas seulement d'Iveco. Puisque ça commence à des tout petits véhicules comme la Panda et ça s'arrête aujourd'hui aux 44 tonnes. On a aussi la particularité de vouloir produire dans le respect des hommes et de la nature. On est l'entreprise de biens d'équipement qui est la mieux classée au niveau mondial par les Américains au Dow Jones Sustainability Index. Depuis qu'il existe, on est l'entreprise leader, très loin devant, avec un score de 85 sur 100.
Et en France, on a un acteur industriel important, avec plus de 4000 emplois industriels, près de 6000 emplois en tout. Juste pour vous donner un chiffre, c'est à peu près le nombre d'emplois que représente Renault Trucks. Donc voilà, on est une entreprise qui a une ancienne et très forte implantation industrielle en France. Et notamment, on produit nos moteurs. Donc j'aurais même pu faire partie éventuellement de la table ronde précédente de la filière, puisqu'en partie, nous faisons partie de cette filière, puisque nous produisons nos moteurs poids lourds à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire et que nous les exportons à 97%. Donc nous sommes aussi industrie française et génératrice de bilan positif pour notre balance commerciale. Donc en fait, moi je considère qu'il y a eu 3 périodes et on rentre dans la 4e. Les véhicules GNV, s'ils existent, ils existent grâce à la volonté politique. Il faut être très clair. Ce ne sont pas les constructeurs qui ont tiré le marché, mais ce sont les marchés publics pour des questions de qualité de l'air en ville qu'on a appris un peu oublié et que l'Europe nous a rappelé récemment, qui ont voulu des bus et des véhicules de collecte et des laveuses, des balayeuses qui roulent au gaz. Et certains constructeurs, assez peu nombreux à vrai dire, ont répondu présent, un peu en se traînant les pieds, mais on a eu la chance d'en faire partie. Et globalement, les technologies qu'on a développées à la fin des années 90 sont toujours celles qu'on utilise aujourd'hui et qui ont dépassé les niveaux Euro 6 déjà en 2007-2009, suivant les modèles. Donc là, on a produit des bus, des bennes à ordures ménagères, et ça a duré, je dirais, assez longtemps, puisqu'il y a eu une période ensuite de précurseurs dans le transport de marchandises, mais avec encore assez peu d'acteurs, avec des motivations, bien sûr, environnementales, et puis le fait que les grands groupes ont commencé à se doter de politiques sociales et environnementales et à se donner des objectifs. Et le transport, ça pèse lourd, c'est visible, et donc ils ont commencé à travailler pour les premiers à leurs solutions de transport pour pouvoir afficher année après année des bilans en amélioration. Ici, on peut citer par exemple le cas de Monoprix à Paris, qui fait partie pas des tout précurseurs, mais quand même du premier qui a mis des flottes assez conséquentes au GNV en cœur de ville. Et en 2012, c'est vraiment l'année de rupture, puisque là est arrivé un véhicule très important, est arrivé le tracteur routier, non pas le tracteur agricole, qui est donc l'ensemble articulé, un tracteur semi-remorque, qui représente 65% des poids lourds qui sont utilisés pour transporter toutes sortes de marchandises, notamment en France, où ils sont très largement dominateurs, et également le porteur-remorqueur, qui est l'autre poids lourd, qui représente 40% des ventes, et on avait vu des cas là, notamment au CIDEM. Donc des moteurs qui sont devenus plus puissants, des camions qui sont passés de véhicules urbains à véhicules régionaux, interrégionaux, demain longue distance, et puis des contraintes, enfin des attentes qui ont augmenté, notamment dans les grands groupes, mais aussi dans les villes, avec le projet ZAPA avorté, mais qui revient sous une autre forme, et avec l'Europe qui nous rappelle qu'on a signé des directives pour la qualité de l'air, que notamment, c'est très vrai à Paris, vous savez que ça peut atteindre 30, 35, 40 jours par an. On n'a pas une qualité de l'air suffisante et qui ne respecte pas les directives qui sont applicables depuis 1999. Et donc l'Europe qui nous rappelle que même si on n'a pas l'air le plus pollué d'Europe, on est ceux qui avons fait le moins pour assurer nos engagements européens. Et puis bien sûr, la fiscalité est venue aider tout ça, le bilan carbone, l'affichage carbone, enfin tout un tas de lois qui visent à pousser les entreprises à être vertueux et les administrations en tout premier lieu, qui ont l'obligation d'acheter vert depuis le 4 décembre 2010, qui le font assez peu à vrai dire, parce qu'on a encore beaucoup d'appels d'offres dans lesquels le critère environnemental, qui pourtant est obligatoire, n'est pas présent, tout simplement pas présent. Et 2013 et au-delà, on a toutes ces bonnes raisons, et en plus on commence à parler sérieusement de transition énergétique, ce qui bien sûr est important. Aujourd'hui le transport routier, qu'il soit urbain ou donc de passagers ou de marchandises, repose encore en très très grande majorité sur le pétrole et ses dérivés. Et donc on sait qu'on a besoin de chercher des alternatives.
Notre gamme, je vais aller vite, mais voilà, on a commencé en 97 avec les bus. Après, c'est les poids lourds qui ont pris le relais, des porteurs jusqu'à 26 tonnes, notamment les bennes ordures ménagères, la première à Paris en 2000, Vallée de Chevreuse 99. Puis sont arrivés les utilitaires, ensuite les poids moyens. Finalement, on est revenu aux poids lourds avec les tracteurs, donc jusqu'à 44 tonnes. Et cette année, l'année dernière, a été l'arrivée de la production en série du gaz naturel non plus comprimé, mais liquéfié, gaz naturel ou biométhane. C'est exactement les mêmes véhicules, à l'exception du réservoir. Et ça a un avantage principal, ça permet d'aller plus loin. Ça a un deuxième avantage, c'est que ça diversifie aussi les sources d'approvisionnement possibles. Donc ça augmente en fait les possibilités de concurrence en termes de fourniture de gaz. Et notamment, ça permet éventuellement de décorréler, puisque là, on va aller les prix du gaz des prix du pétrole, puisqu'on va aller chercher du gaz au cours spot. Et je termine aussi par le BHNS. Le BHNS, c'est un super bus. Ça s'appelle le bus à haut niveau de service. Et donc, chez Iveco, on a vraiment été très constant, comme je vous disais. On a développé pas seulement le gaz, mais c'est vrai que le gaz, c'est une part très importante des solutions alternatives. Et on l'a décliné absolument tout ce qu'on produit, à l'exception seule des camions de chantier à plusieurs essieux moteurs, pour l'instant. Un mot sur pourquoi le gaz, déjà, est l'énergie alternative la plus développée dans le monde, y compris en France, contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas dans le secteur des véhicules utilitaires et des véhicules poids lourds. C'est parce que c'est l'énergie qui est à la fois la plus mature, à la fois la plus polyvalente, et ça c'est très important. Si vous regardez cette matrice, vous voyez que vous avez le GNV et le bio-GNV et la version liquéfiée qui savent couvrir la totalité ou la majorité des missions existantes. Aujourd'hui, on peut déjà assurer que 80% au minimum des besoins de transport, qu'ils soient de personnes en ville ou de marchandises, on peut les assurer avec du gaz. Donc les véhicules sont là, c'est une solution polyvalente, c'est une solution globale parce qu'elle traite à la fois les problèmes de nuisances sonores, les problèmes de particules en les éliminant, les problèmes de NOx en étant 10 fois plus propre qu'Euro 5 et la moitié d'Euro 6, et les problèmes de CO2 à partir du moment où on a vraiment le produit parfait, qui est le biométhane. On a par contre une mission qui se satisfait de tout, qui est la mission urbaine, puisque c'est la moins exigeante en termes d'autonomie. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on a des offres alternatives là-dessus qu'elles vont forcément gagner, parce qu'après, il y a le problème de la pertinence économique. Et vous savez que si on est trop loin du coût de revient du gasoil, on fait des vitrines, on fait des marchés contraints, mais on ne peut pas aller au-delà. Je parlais de performance environnementale. Ici, sur le radar, vous voyez l'homologation du moteur Cursor 8 gaz, donc produit à Bourbon-Lancy. En gris, c'est les limites Euro 6, donc qui vont s'appliquer en janvier 2014 pour les nouveaux véhicules. Et en bleu au centre, ce sont les homologations. Vous voyez notamment que les particules sont à la limite du mesurable, on peut vraiment dire zéro, et les NOx sont encore à la moitié de ce qui est demandé par Euro 6, qui est la dernière norme, et il n'y en aura sans doute pas d'autres en termes d'émissions polluantes. C'est de l'ordre de 40 fois moins de ce qu'on faisait il y a 15 ans, quand on a démarré à développer du gaz. Le parc roulant français, il se caractérise par le fait que les véhicules légers sont très faibles. Et ça, c'est dû à un réseau de distribution qui n'est pas là. Et le fait que la filière automobile française ne s'est pas structurée, pas plus que celle de la distribution de carburant, pour offrir des solutions. Par contre, la France est numéro 2 en Europe, très proche de l'Italie, sur la partie poids lourd. Donc là, on est loin d'être ridicule, avec 3500 bus et camions. Donc environ 2400 bus et 1100 camions, et ça va se développer très certainement. Tous ces véhicules sont compatibles avec le biométhane carburant, ils couvrent 80% des besoins, et le reste, je l'ai déjà dit. Mais pour le dire un peu autrement, qu'est-ce qu'on a fait par exemple avec le CIDEM à Forbach? On a bien sûr fait une solution zéro pétrole, c'est déjà le cas du GNV, zéro énergie fossile grâce au biométhane, zéro CO2 grâce au biométhane, zéro ressources alimentaires, donc pas de polémique par rapport aux matières premières agricoles. On est sur du fatal, du déchet. Pas de déchets nucléaires. Ça, je pense que c'est bon quand même de rappeler qu'en France, on a des solutions aujourd'hui éprouvées, garanties, made in France,
qui peuvent transporter 29 tonnes de marchandises jusqu'à 700 km sans émettre de CO2, dans le silence, sans polluer, sans faire de déchets nucléaires, en faisant de l'indépendance énergétique et en créant des emplois en France. Je pense que c'est quand même assez génial et c'est tellement peu connu. On ne pollue pas l'air, aussi on aide à ne pas polluer les sols. Quand on fait de la méthanisation, on a un impact positif par rapport à l'épandage notamment. On est donc, plus le reste, renouvelable, Euro 6, silencieux, mature, c'est très important. Les solutions alternatives, on les commercialise aussi. Elles n'ont pas le niveau de maturité qu'a le gaz aujourd'hui avec ses 15 années d'expérience. Bien entendu, série, et puis des emplois locaux, qu'ils soient sur l'aspect industriel ou sur l'aspect méthanisation, gestion des déchets, agriculture. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Par exemple, si on regarde le CO2, alors bien sûr, plus le véhicule est lourd, plus il consomme et plus il fait de kilomètres par an. Donc on commence avec environ 5 tonnes de CO2 économisées pour un petit utilitaire de livraison urbaine. Quand on va passer, par exemple, ici, le cas de Monoprix à Paris, on est déjà sur 25 tonnes par véhicule et par an. Les bus, aux alentours de 60 tonnes, 70 tonnes, suivant la taille. Les véhicules du SIDEM, au bas mot, 70 tonnes. Et dans la distribution, ici j'ai mis 120 000 km, mais on a déjà des clients qui font 140 000 km par an. Et normalement, d'ici la fin de l'année, j'ai 10 nouveaux tracteurs qui feront 170 000 km par an au GNV. Donc là, on va encore monter, on va dépasser on va arriver à 150 tonnes de CO2 économisées par véhicule et par an. Donc à Forbach, je vais pas m'attarder, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un message que tout le monde peut comprendre. Je roule avec mes déchets, c'est un message, tout le monde voit l'intérêt évident et la révolution que cela représente, et la presse s'en est bien fait écho. Forbach carbure au gaz, une filière biométal opérationnelle, j'ai juste quelques exemples. L'autosuffisance serait-elle possible ? Pas tout à fait, mais je vois que plus les conférences avancent et plus le potentiel évalué du biométhane augmente. Et on a vu la Suède qui a déjà dépassé 50% de son gaz réseau en biométhane. Donc c'est vraiment une solution qui va faire des volumes, qui peut faire des volumes, et elle va faire à mon avis des volumes parce que la demande est là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de SIDEM, on n'a pas assez de CVO Lille. Par contre, on a énormément de gens qui veulent rouler décarbonés, dépollués et sans bruit, à un coût intéressant. Voilà. Voici un autre exemple très intéressant parce que c'est la grande distribution. La grande distribution, c'est le deuxième générateur de transport routier en France après l'automobile. Donc ça génère des flux de transport gigantesques. Et Carrefour est passé avec Iveco depuis plus d'1 an au biométhane et à Lille. Donc pour l'image, c'est très intéressant puisqu'il y a le CVO qui produit sur place. Le système, c'est quand même l'injection et après la distribution par le réseau GNVR. On avait 3 camions l'an dernier, on en a 4 en ce moment, on en aura 6 à la fin de l'année. Et maintenant que la phase test est passée et de manière très positive, nous sommes en train de discuter de volumes beaucoup plus importants. Donc je pense vraiment que voilà, 2012, l'étincelle. Et je pense que les années à venir vont être extrêmement prometteuses. Autre illustration de l'étincelle. En 2011, on était encore sur les marchés historiques. Nos ventes à nous, alors le marché, c'était 93% de bennes à ordures ménagères. Et en 2012, on est déjà passé à 60% de autres utilisateurs qui n'existaient pas avant ou qui existaient très marginalement. Donc les marchés historiques tirés par la puissance publique, marchés matures, 15% des BOM, 15% des bus vont rester, oui, sans doute progresser un peu. Mais la nouveauté, c'est le transport de marchandises qui, lui, décolle et va certainement prendre une part encore beaucoup plus prépondérante dans le futur. Alors je me suis risqué à faire un exercice de prospective où vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur des marchés qui étaient stables en utilitaire, bennes ordures ménagères, bus et distribution.
Tous ces marchés vont être en croissance. Il y en a deux, à mon avis, qui vont avoir une croissance forte. Un qui va avoir une croissance forte, c'est les bennes ordures ménagères. Vous savez que Paris, vraisemblablement, n'achètera plus de bennes ordures ménagères au diesel, pardon. Et les poids lourds, parce que là, il y a vraiment une conjonction de facteurs très importante, et aussi le fait que ce sont les solutions les plus rentables. Le véhicule GNV, c'est le seul véhicule plus propre que le diesel qui peut également coûter moins cher. Ça n'est jamais arrivé depuis qu'on cherche à faire des véhicules propres. Et quand on rajoute le biométhane, alors c'est un véhicule qui va avoir des coûts d'exploitation proches de celui du diesel, ce qui est déjà très intéressant, et qui va avoir un bilan environnemental absolument sans comparaison aujourd'hui, mais sans comparaison dans les 10 prochaines années, et probablement même les 15 prochaines années. Il n'y a rien dans les cartons qui soit capable de rivaliser avec cette technologie-là en termes de bilan global. Et en plus, comme vous le savez, ça va bien au-delà, parce que quand on a choisi de rouler au biométhane, on a ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour les 15 années à venir en véhicule, mais surtout, on est acteur d'une filière qui est d'un cercle vertueux, qui va créer de la ressource et des bénéfices environnementaux qui vont bien et bien au-delà du seul transport. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Un mot sur le futur, on va continuer à avancer. Voici le tracteur au gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, 330 chevaux et certainement dans les années à venir, plus de cylindrée, plus de puissance. Probablement vers 2016, 450 chevaux pour demain aller traverser l'Europe en GNV et en bio-GNV, ou aussi en bio-GNL, donc avec un bilan carbone excellent. J'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Chandon. Juste pour information, ce qu'on voyait sur votre dernière diapo, c'était un véhicule équipé avec un réservoir pour le GNL. Là, c'est un réservoir cryogénique, qui sont des technologies récentes en Europe, mais pas du tout dans d'autres pays. Ça fait 20 ans que ça existe aux États-Unis. D'ailleurs, le réservoir est américain aujourd'hui. Mais on a des constructeurs aussi en Europe, dans Air Liquide. Et donc, le gaz, au lieu d'être comprimé à 200 bars, il est à moins 130 degrés. Après, dans d'autres technologies, il sera à moins 50, mais peu importe. Et donc, en fait, il a une meilleure densité et on peut rouler plus loin, tout simplement. Le reste du véhicule ne change pas. Merci pour cette précision. Merci de bien vouloir vous asseoir également quelques minutes encore, si vous le voulez bien, pour nous assurer dans un premier temps qu'il y ait bien des questions de la salle sur le sujet. Voilà monsieur qui lève la main. Merci de bien vouloir lui passer le micro. Si quelqu'un veut bien s'en charger, parce que je crois que nos hôtesses sont en train de préparer la phase suivante, à savoir le repas, le buffet, qui sera proposé à tous ceux parmi vous qui se sont inscrits avec l'option repas pour information, et ainsi qu'à nos invités, personnalités invitées. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Paul Mathis, je suis de la FNOT, une association d'usagers des transports. Alors, j'ai un commentaire d'abord. Si on envisage un fort développement du biogaz pour les transports, en particulier les poids lourds, on va tomber sur des limites de production. En fait, vous savez que les transporteurs, le transport routier consomment environ 30 mégathèps, je ne sais pas très bien, au minimum, en tout cas en France. Si on veut en faire un tiers avec biogaz, on va tomber vers des quantités difficilement compatibles avec ce qui peut être produit avec des déchets. Et on arrive donc à la question posée tout à l'heure de la source de biogaz et complémenter les déchets, évidemment, par d'autres ressources, comme les cultures énergétiques. Alors, j'ai aussi une question qui est plutôt à M. Brossard. Il a comparé, je dirais, le bilan gaz à effet de serre des biocarburants liquides avec le biogaz. Et il a montré combien l'utilisation de biogaz entraînerait une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je suppose que pour les biocarburants liquides, il utilise un bilan tenant compte de l'énergie nécessaire pour les procédés agricoles et industriels. Alors, je voudrais savoir si vous faites la même chose pour le biogaz et si ce bilan a été fait avec précision. Alors, Monsieur Brossard, pour commencer, puis tout de suite après, monsieur, je proposerai quand même à Monsieur Chandon de nous faire part de sa vision par rapport à d'éventuelles limites de l'offre de GNV. Monsieur Brossard. Bonjour messieurs. Pour répondre à votre question, concernant les comparaisons, ce sont des données qui viennent d'une étude allemande
où pour le bioéthanol et pour le biodiesel, on se base sur des biocarburants de première génération. Ce sont donc des cultures dédiées à produire du carburant, ce sont donc des cultures qui sont prises dans leur ensemble, du carburant pour le véhicule agricole, en passant par les compléments azotés, en passant jusqu'au processus de raffinage. Pour le biogaz, il s'agit donc d'un biogaz issu des déchets. Donc, ce qui est pris en compte par rapport au biogaz, outre le carbone, qui lui vient de la biomasse et dans le cycle du carbone, c'est tout ce qui est énergie par rapport au chauffage du digesteur, par rapport à l'épuration du gaz. C'est ce qui fait qu'on obtient un excellent ratio pour le biogaz, à contrario des carburants de première génération. Et pour rebondir sur votre première question concernant l'arrivée en biométhane, concernant la quantité de biométhane nécessaire pour faire fonctionner une flotte de véhicules légers, une flotte de poids lourds à l'échelle d'un pays, nous, ce qui nous manque dans un premier temps, ce n'est pas tant le biométhane que l'infrastructure de distribution de carburant. Aujourd'hui, les flottes qui utilisent du biométhane sont essentiellement des flottes captives. En France, il y a une centaine de stations qui sont ouvertes au grand public et pour lesquelles un véhicule peut venir faire le plein sur un grand trajet. Donc c'est vraiment la distribution plus que la production aujourd'hui qu'il faut développer. Qui serait le facteur limitant. Alors, Monsieur Chandon, sur justement cette disponibilité de la ressource, par rapport effectivement aux perspectives que vous nous avez fait partager, à votre exercice de prospective, on peut d'ailleurs se demander, avec tous les avantages que vous nous avez montrés, ce qui pourrait vous arrêter en si bon chemin, mais effectivement, est-ce que les facteurs limitants ne pourraient pas venir du combustible lui-même? Alors oui, aujourd'hui c'est le cas. Pendant même il n'y a pas si longtemps, en disant l'an dernier, on me disait surtout arrête de parler du biométhane, il n'y en a pas assez, tu vas frustrer tout le monde. Alors, heureusement, les choses s'améliorent. Aujourd'hui en France, GNVR peut faire rouler avec ses garanties d'origine aujourd'hui disponibles 150 poids lourds. Donc 150 poids lourds, c'est une goutte d'eau, mais on démarre. Je n'ai pas fait le calcul avec les dernières prévisions de l'ADEME et des autres pour savoir combien de camions ça peut représenter. Aujourd'hui, on a 0,1% des immatriculations poids lourds qui sont au gaz. Donc le jour où on aura épuisé tout le biométhane produisible en France et que les camions rouleront avec, je serai le plus heureux des directeurs produits. Mais effectivement, il y aura une limite. Alors, Caroline va pouvoir en dire beaucoup plus que moi. Madame Marché qui vient à votre secours. Par contre, ce que je veux dire aussi, c'est que c'était aussi montré là avec 20%. Il faut savoir que le GNV, quand on prend un poids lourd et qu'on lui fait faire une mission route ou régionale, déjà en GNV, on va avoir une diminution des émissions de CO2 de 15%, et j'ai même vu 18% dans des cas particulièrement bons. Et après, il y a même des phénomènes de fauche, mais enfin ça, c'est encore autre chose. Donc si on met 30% de bio-GNV, enfin un bio-GNV à 30% de biométhane, on va avoir 50% de baisse des émissions de CO2. Donc sur 600 000 poids lourds en France, si on arrivait à faire ça, je pense que ce serait déjà un résultat fantastique. Mais effectivement, probablement que le biométhane seul ne suffira pas à faire rouler tous les véhicules en France. Il faut savoir que les voitures particulières, c'est 2,5 fois plus de consommation de pétrole que les poids lourds. Donc peut-être qu'on arrivera à faire les poids lourds, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à faire tout le parc. Et je laisse. Merci, M. Chandon. Alors, en toute simplicité, Mme Marché nous a rejoint. On est en famille, vous avez raison. Mais pour venir au secours de M. Chandon sur cette question. Je viens pas au secours parce que je pense qu'il est assez brillant et que c'est quand même un des meilleurs promoteurs du bio-GNV et du GNV en France. C'est pour ça que je souhaitais qu'il intervienne ainsi que Atlas Copco aujourd'hui. Parce que voilà, on ne parle jamais assez du bio-GNV. Et pour rebondir sur la question de monsieur sur les biocarburants, les Allemands, vous irez chercher sur Internet, mais les Allemands font des petits graphiques assez marrants en montrant pour 1 hectare de culture combien de kilomètres on fait. Sachant que eux, ils considèrent que, c'est leur modèle, donc avec du maïs en culture dédiée, ben, on va quand même 2 fois plus loin que les biocarburants de première génération, et on a aussi un meilleur bilan qu'une partie des biocarburants de deuxième génération. Parce que le bio-GNV, c'est de la 2e génération déjà. Donc évidemment, on n'en produit pas assez aujourd'hui, mais le modèle suédois est assez intéressant.
La Suède est partie sur... eux, en plus, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de réseau de gaz. Enfin, il est beaucoup moins développé que chez nous. Et donc, ils sont partis sur un modèle d'augmenter leur autonomie en carburant, donc réduire leurs importations. Donc, évidemment, ils ont du gaz pas loin, donc c'est assez facile pour eux. Mais le gaz fossile n'est qu'un carburant de transition pour aller vers du biométhane carburant à 100%. Donc ils ont commencé avec 10% de biométhane, 20%, 30%. Aujourd'hui, plus de la moitié du parc, et ils ont un parc qui monte en flèche, je pense même 60% du parc est alimenté par du biométhane. Et donc ils ont un parc qui augmente de à peu près 10 000 véhicules tous les ans. Ils doivent être à au moins 60 000 véhicules, je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est au moins ça. Sachant que nous, en France, on en a 10-12 000, mais on est 10 fois plus nombreux. Donc proportionnellement, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous. Et la qualité de l'air dans des villes comme Stockholm a quand même rien à voir avec celle de Paris. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Et le lien avec le territoire est encore là, puisque, comme on disait tout à l'heure, le carburant, il est fait pour être consommé localement. Et puis réduire les importations, c'est aussi pas mal. Alors, Madame Marché, vous connaissez certainement l'expérience suédoise beaucoup mieux que moi. Je me suis simplement laissé dire par voie de presse, j'ai cru voir ça à droite ou à gauche, que beaucoup d'installations étaient basées sur l'emploi d'ordures ménagères en Suède et qu'ils risquaient parfois d'en manquer dans certains process. Alors, il y a les ordures ménagères, il y a les stations d'épuration. Donc, tant qu'il y a des hommes, il y a des déchets organiques. Donc effectivement, il y a un moment où on arrive à une production maximale. Après, il y a des gens comme chez Iveco qui travaillent sur la réduction des consommations des véhicules. Donc c'est aussi une des réponses. Oui, parce que là, si j'ai bien compris, l'avance considérable que vous avez sur un certain nombre de facteurs, de critères, ne vous empêche pas, j'imagine, de continuer à travailler sur la réduction des consommations. Ça ne vous donne pas blanc-seing pour continuer des consommations au niveau où elles sont aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, on risque, par rapport aux enjeux de Rossis, par exemple, de confondre un petit peu les buts. Le transport, dans son ensemble, hein, c'est très vrai de nos clients transporteurs, mais c'est très vrai aussi des industriels. Je pense qu'on peut difficilement trouver une industrie plus compétitive et soumise à concurrence que la nôtre. Donc, si on ne progresse pas année après année, au bout de quelques années, on est racheté ou on est mort. Vite dépassé. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en gaz, on est très très bien placé parce qu'on a investi plus que nos concurrents et on a des très bons rendements. Aujourd'hui, on a des moteurs gaz qui font 41,5% de rendement, ce qui est absolument excellent pour des moteurs à allumage commandé. Sachant qu'un diesel va faire 43, 44. Donc il y a quand même un avantage au moteur diesel. Mais les rendements énergétiques aujourd'hui qu'on arrive à obtenir sont extrêmement bons et ils sont dus aussi au fait qu'on arrive à développer plus de puissance que nos concurrents par cylindrée. Donc, mais le transporteur, lui, ne raisonnera pas en rendement, même si nous, on est là pour lui rappeler que dans le bilan global, la consommation d'énergie, ça compte. Lui, il va le faire d'une manière indirecte. Il veut que ça lui coûte le moins cher possible. Donc, il va pouvoir profiter d'un carburant quand c'est du GNV qui a un prix intéressant. Le biométhane, les premiers prix sont plutôt quand même un peu plus chers, mais réalistes. C'est-à-dire que dans le bilan global d'un transporteur, c'est gérable. C'est tout à fait gérable. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que le véhicule est plus cher. Le carburant, quand tu rajoutes le surcoût du biométhane, est à peu près au prix du diesel, mais le coût du transport, c'est bien autre chose que le prix du véhicule et du carburant. Et donc, au global, il y a une qualité de prestation qui est fournie sur le bilan environnemental, sur le bilan des retours chauffeurs aussi, qui est très, très bon, sur le bilan communication, ne le cachons pas non plus, à un coût qui est absorbable par les transporteurs. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de technologies alternatives qui peuvent être très pertinentes sur le plan environnemental, mais absolument pas pertinente sur le plan économique aujourd'hui. Là aussi, pour le coup, il y a des valeurs ajoutées associées qui sont plus immatérielles, mais qui sont importantes également dans le calcul. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Marché? Oui, peut-être avant juste de poser une dernière question, parce que nous sommes arrivés c'était aussi en guise de conclusion et pour recentrer sur le sujet de la méthanisation. Donc,
Après illustration, j'espère que le monde associatif est maintenant convaincu de l'intérêt de la méthanisation pour produire du carburant pour les territoires. C'est aussi un facteur pour l'acceptabilité. Toujours dans ce milieu associatif qui peut parfois être contre nous, j'espère que les associations ont toutes lu le scénario Greenpeace qui met quand même le biométhane comme carburant quasiment dominant en 2050, donc avec comme vecteur de transition le gaz naturel. On retrouve la même chose dans le scénario Négawatt, dont Christian Couturier, qui est arrivé discrètement, est un des auteurs et qui fait aussi une place très importante pour le biométhane carburant. Donc tout ça sont des arguments pour convaincre ces associations et j'espère qu'au lieu d'être contre, elles vont maintenant comprendre et s'engager aux côtés des porteurs de projets, aussi pour les faire améliorer leurs projets, parce qu'il faut bien le dire, tout n'est pas parfait dès le début, donc il peut y avoir des éléments d'amélioration sur les projets. Merci Madame Marché de signaler également la présence de Monsieur Couturier qui est déjà intervenu hier et que nous avons déjà cité ce matin, volontairement ou involontairement de ma part. Messieurs, oui, voilà, monsieur, merci de vous Une question présenter. rapide pour Monsieur Chandon. Quelle est la valeur de revente du tracteur ? Je pense que c'est un élément important du calcul de l'économie. Oui, quel est le différentiel par rapport à un camion différentiel standard ou par un rapport à diesel, un camion de diesel standard. équivalent, j'imagine. Oui. Alors, la valeur de revente, elle est totalement inconnue aujourd'hui. Donc, ça pose un problème aux transporteurs qui se résout de la manière suivante. Considérer que la valeur de revente est nulle, ça sera peut-être totalement l'inverse qui va se passer, et je pense que c'est assez probable. Supposons que dans 5 ans, donc un transporteur aujourd'hui achète un camion, et généralement, en tracteur routier, c'est une vie courte. Donc au bout de 5 ans, il souhaite le revendre. Il est tout à fait possible, il n'est pas incohérent de penser que dans 5 ans, on aura un litre de gasoil hors taxe qui sera à 1,50 € et qu'on aura du gaz naturel à 70 centimes et qu'on aura du biométhane carburant à 1 €. Donc, premièrement, il ne voudra pas s'en séparer parce qu'il est amorti et que c'est le camion qui lui coûte le moins cher. Et s'il voulait s'en séparer, il risquerait d'avoir la valeur la plus élevée sur le marché parce qu'on l'a vu, quand les prix montent, les véhicules qui ont des carburants moins chers, ça a été le cas du GPL, se sont retrouvés en quelques semaines de valoir rien à valoir plus cher que l'équivalent diesel ou essence. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, personne ne sait, donc personne ne donne de prix. Donc, pour faire simple, j'aurais envie de dire, un véhicule GNV qui a 800 000 km, il vaut le prix de la ferraille. Il vaut au moins 5 000 €. Donc vous suggérez de l'intégrer dans l'amortissement de cette manière-là. On peut l'amortir malgré tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à nos clients, gardez-les plus longtemps. Ces véhicules, ça fait 15 ans qu'ils circulent. On a démontré qu'ils sont fiables. Et nous, on va vous les garantir, quoi qu'il advienne, pour tout, pendant ces 6 ans. Et donc, vous ne prenez aucun risque. Et c'est la meilleure réponse qu'on peut donner aujourd'hui à un transporteur qui dit « je ne sais pas, c'est innovant, je ne sais pas combien ça vaut la revente ». On le dit « gardez-le et nous, on va vous le garantir, y compris sur 1 million de kilomètres si vous le voulez ». Merci, Monsieur Chandon. Toute dernière question, parce qu'il va vraiment nous falloir... Pardon ? Monsieur Sirnweit, je vais vous inviter à prendre un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Je suis un utilisateur et on m'a exactement posé cette question. Ma réponse est encore plus simple que la vôtre, Monsieur Chandon, qui était déjà excellente. Nous, on gagne 10 000 € par tracteur par an. Ça veut dire en clair qu'on amortit un tracteur en 8 ans. Non, on n'amortit pas. Excusez-moi, on le paye. On l'amortit aussi par rapport à un véhicule diesel classique. Vous avez la réponse. Ajoutez-la à celle de M. Chandon. Merci encore une fois pour votre retour d'expérience. Monsieur, toute dernière question pour clôturer cette journée. On vous entend, Peut-être vous l'avez déjà évoqué ce matin, mais quelle est la vitesse de transformation du carburant gaz pour les camions aux États-Unis, sachant que le gaz est pas cher et sachant que la transformation de diesel en gaz est une première étape avant celle du biométhane. Ma question, c'est quelle est la vitesse du phénomène aux États-Unis ? Je la connais que très partiellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, 1 kilo de gaz, ça vaut moins de 20 centimes d'euros. Et que donc l'intérêt est absolument gigantesque, non seulement pour les camions, mais pour les trains, pour les bateaux, pour tout ce qu'on veut. Ce que je peux vous dire, c'est que le dernier chiffre que j'ai eu, il est de 2011, et il prévoyait aux États-Unis 20 000 immatriculations de poids lourds au gaz en 2012.
Et je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, parce que c'est vrai que c'est des marchés qui sont loin des nôtres et sur lesquels nous, on n'est pas présents. Mais effectivement, le boom est là, et il est là pour des raisons économiques qui sont très très faciles à comprendre. Merci. Bon, madame, je vais faire une exception et me démentir moi-même. Je vous promettais la fin de notre matinée tout de suite après cette dernière question. C'est donc vous qui aurez le dernier mot, et je vous propose par pure galanterie, madame. Merci bien. Mais ma question porte plus donc sur le GNV et sur le passage du GNV en vecteur relais pour le bio-GNV. Parallèlement se développent des idées à cause de l'électricité produite de façon aléatoire éolienne, le stockage d'électricité sous forme d'hydrogène et l'injection d'hydrogène dans le réseau gaz. Donc je voudrais savoir donc la qualité du produit évolue. Est-ce que pour vous, est-ce que ça pose un souci? Est-ce que le pourcentage d'hydrogène est à voir? Quelles sont les évolutions sur ce... Merci madame. Je vais juste vous demander, si vous le voulez bien, oui, pour qu'on puisse vous identifier et éventuellement vous rencontrer ensuite. Voilà. La galanterie m'a fait perdre mes moyens. Véronique Charbot du Conseil régional Île-de-France. Merci. Bonjour madame. Concernant votre question par rapport à la teneur en hydrogène, il y a de l'injection de l'hydrogène sur les réseaux. Il y a notamment des projets à Dunkerque, projet ITAN. Il y a également, ce qu'il faut mentionner, c'est que les teneurs en hydrogène sur les réseaux de gaz naturel sont variables d'un pays à l'autre. Donc l'Allemagne autorise des teneurs en hydrogène sensiblement différentes aux nôtres. À ma connaissance, ça ne pose aucun souci vis-à-vis de l'utilisation en biométhane carburant. Merci pour cette précision très technique. En ce qui concerne le véhicule, on a fait 20% à Dunkerque et on a fait 30% en Italie. Donc en Italie, c'était des pandas. Donc on a fait un bout de l'échelle. Et en France, on a fait des bus. Donc c'était vraiment le poids lourd. Donc nous, on n'a pas de difficultés particulières. Il faut savoir qu'il y a une autre filière qui est expérimentale, qui a démarré en Allemagne, qui est super intéressante à mon avis. On fait du gaz naturel de synthèse, c'est-à-dire qu'on prend l'hydrogène d'un côté, on prend le CO2 que produit l'industrie de l'autre, donc un déchet, et on fait un gaz qui est du méthane, qui est beaucoup plus facile à gérer et qu'on peut injecter dans le réseau, puisque c'est bien sûr du méthane pur. Donc ça paraît aussi très sympa. À la fois, on fait un puits de carbone et on utilise l'hydrogène. Merci Monsieur Chandon. Alors là, cette fois, c'est promis, je vais vous proposer, vous inviter à rejoindre vos lieux respectifs de déjeuner. Je fais cette précision parce que, pour vous le rappeler, certains d'entre vous se sont inscrits et ont pris l'option repas. Donc vous avez accès au buffet qui vous est proposé sur la plateforme en sortant. Et pour tous, merci de bien vouloir vous retrouver ici à 14h précise pour la suite de nos débats.